notre troisième rendez-vous durant cette séance, dans cette série de séances de révision en génie mécanique, génie électrique pour les élèves de quatrième année sciences techniques. Notre séance, comme d'habitude, est présentée par votre professeur Hamd Horsherin sous la direction de notre cher inspecteur, M. Mourad Haji, et nos chers élèves inspecteurs, M. Fedi Boujnah et M. Manji Khadri. Pour cette troisième séance, on va se concentrer un peu sur les moteurs à courant continu et leur variation de vitesse, soit par les variateurs de vitesse HR série ou par la programmation du module MLI. Le système qu'on va utilisé comme support pour cette séance, c'est l'unité de palettissage appartenant à une chaîne de production de films en plastique et précisément le moteur M1 chargé de déplacer le chariot de cette unité. Donc, on va aborder durant cette séance le thème 6 de notre programme officiel qui est le moteur à courant continu. Commençons par la première partie de notre sujet de révision qui porte sur l'étude du moteur M1. Notre moteur M1 utilisé pour le déplacement du chariot via une vis de manœuvre est un moteur à courant continu à excitation indépendante. Pourtant, sur sa plaque signalétique, les indications suivantes. Il possède une tension d'alimentation nominale de 24 volts, une couplitude nominale de 10 Nm, une vitesse nominale de 85 tours par minute et un courant nominal d'induit de 5 ampères. Pour la partie excitation, c'est-à-dire l'inducteur, une tension d'alimentation de 24 volts et un courant d'excitation de 0,4 ampères. Sa résistance d'induit vaut 0,5 ohms. La première partie de l'étude de notre moteur se concentre sur le fonctionnement nominal de notre moteur. Il nous demande de donner le schéma équivalent de l'induit en indiquant le sens de courant et des tensions. Bien évidemment, on pourrait représenter le schéma équivalent de l'induit. On le schématise en équivalence par une résistance parcourue par un courant I dont la tension au bord de cette résistance R fois I, en parallèle avec sa force contre-électromotrice E', et le tout est supposé à une tension d'alimentation U. Deuxièmement, on est demandé de terminer l'expression, puis le calcul de la valeur de la force contre-électromotrice E' nominale. Bien évidemment, on va utiliser les valeurs nominales introduites à la plaque signalétique de notre moteur. On a UN égale N plus la résistance multipliée par le courant nominal, d'où, à partir de cette expression, on peut dire que E'N égale UN moins R multiplié par le courant nominal IN. En application numérique, on obtiendra 24 moins 0,5 fois 5 kg. On obtient une tension de force contre-électromotrice de 21,5 volts. En troisième question, on doit montrer que E' égale K fois N, puis calculer la constante K avec N doit être exprimé en tours par minute. On a une relation fondamentale concernant les moteurs courant continu que la force contre-électromotrice prime égale N fois le flux fois N avec N fois le flux. Ce sont des valeurs constantes, donc leur produit est une constante qu'on va la nommer K, d'où on aura notre relation de montée que E' égale K fois N avec K égale E'(N) sur Nn en utilisant les valeurs nominales prises de la plaque signalétique et en application numérique puisque nous demande de calculer cette constante K, 21,5 divisé par 85 et en tours par minute puisqu'il nous précise à la question que N doit être exprimé en tours par minute. On obtient une constante de 0,253 volts par tour par minute. Calculer la puissance absorbée par le moteur PA nominal, la puissance absorbée nominale.
On sait très bien que la puissance absorbée nominale d'un moteur, c'est la somme de la puissance absorbée par l'inducteur et la puissance absorbée par l'induit. Remplaçons chaque entité par son expression. La puissance absorbée par l'induit, c'est UN multiplié par le courant IN. Et bien sûr, la puissance absorbée par l'inducteur, c'est U excitation multipliée par I excitation. Et en appliquant les valeurs numériques, on obtient une valeur de puissance absorbée de 132 watts. Calculer la puissance utile PUN. Donc, il nous fournit à la plaque signalétique de notre moteur le couple utile nominal. Donc, on utilisera l'expression qui dit que la puissance utile nominale, c'est son couple multiplié par la vitesse angulaire nominale oméga n. Donc, égal TUN multiplié par 2PNN sur 60, ce qui nous donne une valeur de 89 watts pour la puissance utile. Et bien évidemment, après ces deux valeur, on est demandé de calculer le rendement en pourcent. Notre rendement en formule, c'est la puissance utile divisée par la puissance absorbée multipliée par 100. Et en valeur numérique, on obtient un rendement de 67,42%. En septième question, on est demandé de montrer que le couple électromagnétique peut s'écrire TEM égale K'I. Donc, on a besoin d'utiliser l'expression de la puissance électromagnétique en deux situations. PEM égale d'une part TEM multiplié par la vitesse angulaire oméga, et d'autre part, il est égal à la force contre-électromotrice E' multipliée par le courant. Préservons les deux dernières relations, la dernière égalité. Donc, on obtiendra que TEM égale E' fois I divisé par oméga. Remplaçons E' par sa relation déduite précédemment, qui est égale K fois N, et oméga par 2πn sur 60. On aura une simplification par la vitesse de rotation N. On obtiendra finalement que TEM égale 30 fois K sur pi, le tout multiplié par le courant I. Et de cette façon, on peut dire que TEM égale K' fois I, avec notre K', c'est l'entité avant le courant I, qui est une constante aussi, donc qui est égale à 30 K divisé par pi. Il nous demande bien évidemment de calculer cette constante K' et en déduire la valeur du couple électromagnétique en charge. Donc, K' égale 30K sur pi, égale 30 multiplié par 0,253 divisé par pi. On obtient 2,41 volts par tour par minute. Et de cette façon, on obtient un couple électromagnétique qui est de 2,41 multiplié par le courant nominal 5, qui est égal à 12,05 Newton-mètre. C'est le couple électromagnétique de notre moteur. Par la suite, il faut calculer la valeur du couple des pertes TP et la valeur des pertes collectives PC. On sait très bien que TP, c'est la différence entre le couple électromagnétique et le couple utile. Utilisons les valeurs réduites au calculé précédemment. On aura 12,05 moins 10, d'où un couple de pertes qui est égal à 2,05 Newton-mètre. D'autre part, on a les pertes constantes égales son couple de pertes multiplié par la vitesse angulaire oméga. Donc, c'est l'expression de notre puissance, de notre perte collective. Donc, en remplaçant les entités par leur valeur numérique, on obtient une valeur de perte collective qui vaut 18,24 watts. Passons maintenant à la deuxième partie de l'étude de notre moteur, qui est l'étude de moteur au régime à vide. Une mesure de courant à vide à une tension de I0 égale 24 volts a donné une valeur de I0 égale 0,79 ampères.
on est demandé de déterminer la force contre-électromotrice à vide, E'0. Utilisant les mêmes relations déduites précédemment, on sait très bien que les pertes collectives à vide égale E'0 multiplié par le courant à vide est 0. Et par cela, on peut déduire la force contre-électromotrice à vide E'0 qui est égale à 6 pertes collectives divisées par le courant à vide. Utilisant les valeurs numériques, on obtient une force contre-électromotrice à vide qui vaut 23 volts. Et bien sûr, on va déduire la vitesse du moteur à vide 1,0 par la relation qui relie la vitesse et la force contre-électromotrice déduite dans la partie précédente. On a que E'0 est égal K, puisque cette constante ne change pas à n'importe le régime de fonctionnement de notre moteur. Donc, E'0 égale K multiplié par N0, d'où N0 sera égal E'0 divisé par K et 23 divisé par cette entité de K, on obtient une vitesse de rotation à vide qui est égale à 90,9 tours par minute. Donc, chers élèves, une remarque importante, celui qui veut participer à la séance ou il a n'importe quelle question à poser, vous pouvez lever la main et vous serez autorisé à poser juste pour demander des questions et vous aurez vos réponses, Inch'Allah. Continuons notre correction pour ce sujet. En troisième position, on doit demander de déterminer la valeur du couple utile à vide T0 et justifier cette valeur. Bien évidemment, le couple à vide égale 0 Nm et pour une seule raison que notre moteur n'entraîne pas de charge, il n'est pas chargé, il tourne à vide, donc il ne fournit aucune puissance utile, donc aucun couple utile. La troisième partie pour l'étude de notre moteur, c'est le fonctionnement en charge du moteur. On doit placer sur la figure suivante les deux points de fonctionnement A et B et on fera le traçage de la caractéristique mécanique du moteur TI en fonction de la fréquence de rotation N. En tenant compte que A est le point de fonctionnement nominal et B est le point de fonctionnement à vide. Donc, pour poser ces points, donc on va utiliser les valeurs déterminées précédemment. Et pour avoir une information claire, chers élèves, vous pouvez utiliser la rubrique questions-réponses pour poser vos questions et vous aurez vos réponses comme vous le voulez. Inch'Allah. Continuons notre traçage de la caractéristique mécanique TU en fonction de N. Commençons par le point A. Le point A, c'est le point de fonctionnement nominal dont on a déterminé les coordonnées précédemment. On a comme couple, donc pour ce point, couple de 10 Nm depuis la plaque signalétique donnée au début de notre exercice et une vitesse de rotation de 85 tours par minute. Prenons ces coordonnées, donc l'abscisse c'est la vitesse et l'ordonnée c'est le couple. On aura sur notre premier point A. Pour le deuxième point, c'est le point B qui aura pour coordonnée un couple utile de 0 Nm et une vitesse de 90,98 tours par minute. Et on aura à peu près ce point B. Reliant ces deux points, on aura notre caractéristique mécanique demandée. Par la suite, le moteur, maintenant, entraîne une nouvelle charge. On a changé la charge de notre moteur pour un nouvel test. Dans le moment où le couple résistant est TR égale 0,075 multiplié par la fréquence de rotation en tours par minute, la tension d'alimentation de l'induit reste inchangée et vaut 24 volts. Il nous demande de tracer sur la même figure précédente la caractéristique TR en fonction de N.
On remarque très bien que depuis l'expression du couple résistant TR, que ça représente une droite linéaire et bien évidemment, elle doit passer par l'origine de notre repère. Donc, on a obtenu le premier point pour tracer cette droite et par suite, prenons n'importe quelle valeur de n, la multiplier par le coefficient 0,075 pour avoir le deuxième point et avoir la droite qui représente le couple résistant TR. C'est ce qu'on va faire sur notre courbe. Donc, le premier point sera l'origine de notre repère, qui est ce point. Et prenons par exemple la valeur 80 tours par minute multipliée par le coefficient précédent 0,075, on obtient un couple de 6 Newton-mètres. Et par la suite, on obtient le deuxième point demandé. En reliant ces deux points, on obtient la caractéristique TR en fonction de n demandé dans la question. En petit b, on est demandé aussi de placer sur la même figure le point de fonctionnement P et déduire graphiquement la fréquence de rotation N' et le couple utilité TU' de l'ensemble moteur charge avec la nouvelle charge introduite précédemment. Revenons à notre figure et notre repère. C'est très évident que le point de fonctionnement sera l'intersection entre le couple, le graphique du couple utile et le graphique du couple résistant pour garantir le bon fonctionnement de notre moteur et que notre moteur doit être capable de faire fonctionner la charge lui est reliée. Donc, ceci est notre point de fonctionnement. Prenons les coordonnées de ce point. En abscisse, on aura la vitesse de ce point de fonctionnement qui vaut 87 tours par minute et l'ordonnée sera le couple utile pour ce point de fonctionnement qui aura pour valeur 6,5 Newton-mètres. À la suite, on doit déduire la puissance utile fournie à cette charge et le courant absorbé par l'induit. Si le rendement du moteur pour ce régime et pour cette charge et pour ce point de fonctionnement vaut 75%. Donc, commençons par la puissance utile en utilisant son expression courante que PU égale TU multiplié par la vitesse angulaire oméga. Relevant les valeurs déterminées à partir du graphe précédent, on aura que la puissance utile pour ce point égale 59,22 watts. Pour déduire le courant absorbé, on est demandé d'utiliser bien sûr la puissance absorbée de notre moteur, car I, c'est la puissance absorbée par l'induit divisée par la tension d'alimentation I. Or, on n'a pas encore notre puissance absorbée, soit totale, soit celle par l'induit. On a PA, la puissance absorbée par l'induit, égale la puissance absorbée totale par le moteur moins la puissance absorbée par l'inducteur. Donc, pour avoir la puissance absorbée totale, on est obligé de diviser la puissance utile par le rendement donné dans cette question et on substitue bien évidemment la puissance absorbée par l'inducteur. En application numérique, on aura une puissance absorbée par notre induit qui vaut 69,36 watts. Et par la suite, revenons à l'expression de courant I pour déduire sa valeur. Donc, on obtient I égale 69,36 divisé par la tension d'alimentation mode 4. On aura un courant de fonctionnement de 2,89 ampères. En deuxième partie, on va étudier le variateur de vitesse du notre moteur M et bien évidemment, on va utiliser la notion de Hacheur-Céline. En se référant aux figures 3 et 4 données dans ce sujet à la page 2, en première question, on est demandé de nommer les deux composants suivants qui sont la diode et la bobine qui sont présents dans notre schéma de Hacheur, la diode D et la bobine L.
La diode D, c'est la diode de roue libre qui a un rôle très important pour protéger l'interrupteur, comme on dit électroniquement, H, alors que la bobine, elle, a un rôle primordial, c'est de lisser le courant. C'est pour cela qu'on l'appelle bobine de lissage de courant pour diminuer au maximum les ondulations du courant parvenant au moteur MA. En deuxième question, on est demandé d'indiquer ce que visualisent les deux voies de l'oscilloscope branchées à ce circuit H-OR, soit pour la voie Y1, soit pour la voie Y2. Revenons au schéma de notre H-OR on peut remarquer très bien que la voie Y1 appliquée à ce point, elle nous permet de visualiser le signal de la tension UC, alors que la voie Y2, implémentée en ce point, elle nous permet de visualiser la tension aux bornes de cette petite résistance UR est égal petit r E fois I. Donc, on dit que la voie Y1 nous permet de visualiser la tension UC, alors que la voie Y2 qui permet de visualiser la tension aux bornes de la petite résistance R fois I, et tenons compte que dans les données de l'exercice, on a utilisé une résistance qui veut un ohm, et pour une seule raison, c'est que avoir en allure pour notre oscilloscope, l'allure présentée sera celle du courant traversant le moteur I ou IM. Déterminer la valeur de la fréquence de hachage F, bien sûr, on a besoin de la deuxième figure pour notre hacheur série, qui est la figure 4, où sont présentés ce que visualise notre oscilloscope. Donc, bien sûr, on sait très bien que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Prenons une période de notre signal. Donc, on remarque très bien, c'est notre période. En application numérique et en tenant compte des calibres de ce repère ou de cet écran de l'oscilloscope, on obtient comme valeur 1 sur 5 multiplié par 0,25 qui est la proportion d'une division, multiplié par 10 moins 3, bien sûr, car la fréquence et la période doivent être calculées pour une temporisation en secondes et non pas en millisecondes. C'est pour cela qu'on obtient une fréquence de hachage après calcul de 800 Hz. En quatrième question, il nous demande de déterminer la valeur du rapport cyclique alpha, qui est un rapport très important dans la commande de notre moteur et surtout la variation de vitesse de notre moteur. Une formule importante nous permettra de faire ce boulot, c'est d'utiliser les graphes aussi, avec l'expression qui dit que le rapport cyclique alpha, c'est la première proportion de notre période appelée alpha t divisée par la totalité de la période t. Prenons la portion alpha t, on remarque très bien ces proportions. On peut même utiliser juste le nombre de carreaux pour déduire alpha, sans passer par les divisions temporelles. Donc, c'est pour cela qu'on dit que alpha égale 3 divisé par 5, qui est égal à 0,6 comme rapport cyclique. Et nous demande par la suite de déterminer la valeur de la tension d'alimentation U. Et toujours, bien sûr, on va se baser sur le graphe donné. On remarque que c'est le signal carré visualisé par l'oscilloscope, et en tenant compte des calibres donnés avec ce graphe, pour une division, on aura 4 volts. Donc, U sera égal à 6 multiplié par 4, qui nous donnera une valeur de 24 volts. Déduire alors la valeur de la tension moyenne UC par définition. UC est la valeur moyenne d'une tension UC égale au rapport cyclique multiplié par cette tension UC. Et si on revient à notre schéma
du hacheur, on remarque très bien que le UC, c'est la valeur de la tension d'alimentation sont égaux. Et bien sûr, alpha UC est égal à alpha fois U, et c'est la valeur déduite dans la question précédente. Multipliant le rapport cyclique 0,6 par cette valeur 24, on obtient une valeur moyenne de tension euh, portée à notre moteur de 14,4 volts. Déterminer la valeur moyenne du courant I, sachant très bien que pour déduire la valeur moyenne du courant I, c'est de faire la moyenne entre la valeur maximale et la valeur minimale de notre courant. Et bien sûr, on doit faire recours à notre graphe une autre fois. Le courant I, c'est le graphe à la forme triangulaire. Prenons la valeur maximale I max est la valeur minimale de ce graphe et tenant compte bien sûr du calibre, il nous donne 1,4 ampères par division. On aura un courant maximal de 4,5 multiplié par 1,4 et de 3 divisions multipliées par 1,4 nous permet de déterminer le courant minimal. Le tout est divisé par 2. On obtient un courant moyen de 5,25 ampères pour ce qui parcourra notre moteur. D'après la loi d'Emaille, établir l'équation de UC en fonction de la force contre-électromotrice E'(R) et la valeur moyenne de I, on négligera la tension aux bornes de la résistance ajoutée à notre hacheur petit r. Revenons au schéma de notre circuit hacheur. Prenons la maille du côté de la charge. On peut constater très bien que, d'après la loi de Maille, on peut dire que UC moins UL selon le sens de cette maille, moins R fois I moins U' égale 0, et puisque la tension au bord de la bobine est aussi négligeable, donc est à peu près égale 0, on obtient finalement UC égale E' plus RI. Et puisqu'il nous demande l'expression en valeur moyenne, on sait très bien que la tension d'alimentation et le courant I qui ont des valeurs moyennes, on peut dire que finalement la valeur moyenne de UC est égale à E' plus la résistance de l'envie multipliée par le courant moyen. La troisième partie de notre sujet, c'est de substituer la solution du hacheur série par une solution programmée qui nous permettra de varier la vitesse de notre moteur M1 et grâce à un module spécifique du microcontrôleur qui est le module MLI, la modulation de largeur d'impulsion ou en anglais PWM, Pulse Modulation. Donc, la variation de vitesse de notre moteur M1 est assurée par un montage à base de microcontrôleur de type PIC 16F876A, comme le montre la figure suivante qui est donnée dans notre sujet. On remarque très bien que ce microcontrôleur va commander le moteur grâce à une consigne donnée à notre microcontrôleur qu'on appelle une tension VREF. En premier lieu, le potentiomètre RV1 fournit à sa sortie une tension VREF comprise entre 0 et 5 volts. Le convertisseur analogique numérique de notre microcontrôleur va convertir cette tension en un nombre binaire qui sera enregistré en mémoire sur 10 bits, et donc il varie entre 0 et 1023. Il nous demande d'exprimer VRF en fonction de n. En utilisant les relations de proportionnalité ou la règle de 3, on a une tension VRF qui sera convertie en un nombre binaire n. Prenons deux valeurs proportionnelles pour ces deux entités. Donc, bien évidemment, on va prendre les valeurs max. Lorsque VRF est à son apogée 5 volts, on aura bien sûr la valeur maximale pour le nombre enregistré par le CAN 2023. Utilisant la règle de 3, on obtient que VRF sera égal à 5 multiplié par n divisé par 1023.
cette relation, on va l'utiliser par la suite au cours de notre programmation. De même, pour la relation entre la vitesse et le nombre binaire n, donc ce nombre binaire va, à l'image de ce nombre binaire, on va fournir une vitesse à notre moteur M1, donc n va aboutir à une vitesse pour le moteur M, donc prenons aussi les valeurs maximales, puisque l'on dit que notre moteur, sa vitesse varie entre 0 et 90 tours par minute. 1023, lorsque la valeur 1023, donc on aura la vitesse maximale pour ce moteur de 90 tours par minute. Et par la suite, petit m, qui est la vitesse de rotation, sera égale à 90 multiplié par n divisé par 1023. Quelle est l'approche utilisée par le module MLI pour cette application? On doit tenir compte et se rappeler très bien que pour bénéficier de la modulation de largeur d'impulsion, on ne doit pas brancher notre moteur à n'importe quelle broche. Il y en a seulement et précisément deux broches qu'on doit utiliser pour bénéficier de la variation de vitesse pour notre moteur, qui sont les broches du module MLI à l'intérieur de notre microcontrôleur, qui sont les broches CCP1 et CCP2. On remarque très bien, selon le câblage de cette carte de commande, que le moteur est bien relié à la broche CCP2. Pour cela, on dit qu'en réponse, c'est la broche CCP2 du module MLI. Passons maintenant. Oui, c'est bon. Oui, oui. Oui, exactement. Donc, c'est la broche RC1 de port C qui correspond à la deuxième broche du module MLI, c'est CP2. Donc, passons maintenant à la partie programmation. On remarque que toutes les broches non connectées sont considérées comme entrées. La déclaration des variables, comme d'habitude, on va déclarer le nombre n qui est le réservoir de la conversion de la tension VRF, la tension VRF elle-même et la vitesse n qu'on appelle ici vite, et bien sûr le rapport cyclique qui est la valeur la plus importante pour varier la vitesse de notre moteur qu'on appelle alpha. La connexion de l'LCD pour afficher les différentes valeurs obtenues lors de cette programmation. En programme principal void main, on va configurer le registre ADCON 1. On remarque très bien, selon le schéma de câblage de notre carte de commande, que la tension VRF est reçue par le microcontrôleur sur la voie RA1 A1 de notre microcontrôleur et bien évidemment le A1 qui sera l'entrée de notre convertisseur analogique numérique. Et par la suite, en utilisant la table de configuration du registre ADCON, on doit avoir l'entrée A1 en analogique, bien évidemment, pour bien recevoir la variation de cette vitesse VRF et non pas numérique. Rappelons que le A représente analogue en anglais, qui est une valeur analogique, et le D, digital, qui est la valeur numérique. Donc, on constate très bien que la seule solution, bien sûr, pour cette proportion de tableaux donnés dans le sujet, c'est d'utiliser la configuration pour la première ligne, puisqu'il ne précise pas exactement de quelle façon sera justifiée cette valeur en mémoire pour les deux registres de configuration, la DFM. Donc, soit on l'utilise, on a le choix, soit on la met en A, soit à 0. C'est pour cela qu'on peut utiliser deux codes, soit le 8-4, donc 84 en hexadécimal,
ou le 0,4 en hexadécimal si on met le DFM à 0. Choisissons la valeur 0x84. Le tris A, c'est le port A est configuré tout en entrée puisqu'il ne possède qu'une seule entrée qui est la vitesse, la tension VRF. Et le tris C, il ne possède qu'une seule sortie, donc il aura le code FD. Initialisation par la suite du module MLI à 1,5 kHz. Bien sûr, on utilise la balise spécialisée pour cette commande qui est le PWM init. Et bien sûr, il faut préciser quelle broche on a utilisé pour le module MLI qui est la broche numéro 2, CCP2. Donc, on dit PWM2 init en précisant entre parenthèses la fréquence d'initialisation en Hertz, puisqu'on nous fournit 1,5 kHz, on dit 1500, qui correspond à 1500 Hertz. L'initialisation de notre convertisseur analogique numérique, comme d'habitude, on utilise la balise ADC init avec 0 variable. Donc, passons par la suite. Le résultat de lecture du résultat de conversion et le calcul pour faire varier la vitesse de notre moteur M1. On doit tout d'abord lire la valeur de VRF et la convertir en un nombre n, 2 en 1, en utilisant la commande ADC read et en précisant entre parenthèses le numéro de canal sur lequel est reçue cette valeur de la tension VRF. Utilisons maintenant les deux expressions déduites dans la première et la deuxième question de cette partie pour calculer la valeur de la tension référentielle pour commander notre moteur et à quoi on va aboutir comme vitesse en sortie pour notre moteur M1. Donc, VRF égale N multiplié par 5 divisé par 1023. Et pour la vitesse, c'est N multiplié par 90 divisé par 1023. Ce sont les deux expressions déduites précédemment. Et bien sûr, l'alpha, c'est donné, c'est n fois 255, puisque elle est emmagasinée en mémoire sur un registre de 8 bits, donc sa valeur sera comprise entre 0 et 255, et par la règle de 3, on obtient cette expression n fois 255 divisé par 1023. Conversion de la valeur de la tension d'entrée VRF en texte et l'affichage sur la ligne 1, colonne 3, et l'affichage de cette valeur sur la ligne 2, colonne 1, puis la conversion du rapport cyclique ou la valeur du rapport cyclique pour l'afficher en ligne 1, colonne 10 comme la nomination de cette entité et sur la ligne 2, colonne 8, au-dessus, bien sûr, la valeur de ce rapport cyclique. Et de même pour la vitesse qu'on va l'afficher sur l'afficheur LCD comme N. Et après la conversion de sa valeur en chaîne de caractères, on va l'afficher sous ce caractère N en ligne 2, colonne 12, la valeur de cette vitesse. La partie la plus importante, c'est la variation de la vitesse grâce à la programmation. En premier lieu, on doit bien sûr activer le module MLI pour garantir cette variation. On commence par l'activation de ce module par la commande PW et bien sûr toujours utiliser le chiffre 2 pour dire que notre moteur est commandé grâce à la broche 2 de ce module, donc le PWM2 start, et bien sûr la commande de ce moteur ou la variation de ce moteur est grâce au rapport cyclique alpha qui est calculé constamment et chaque changement sera pris en compte grâce à cette commande qui est le PWM2 set duty
Et bien sûr, on doit définir le rapport que va utiliser ce module pour moduler l'impulsion et varier la vitesse du moteur, qui est le rapport alpha, qui est notre rapport cyclique. Arrivons à la fin de cette séance. J'espère bien que l'acquisition des informations durant cette séance sont passées très bien. Donc, j'espère bien en fin de cette série de séances la bonne réussite pour tout le monde et soyez toujours les bienvenus. Et merci bien.